Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Félix Marcard. Bonjour Félix. Salut Alexis. Alors Félix, tu es entré en contact avec moi par le biais d'un ami commun, et tu as un parcours assez particulier et c'est pour ça que je voulais t'avoir, pour en parler et puis pour parler de nos projets aussi, ensemble. Tu t'es présenté, en expliquant que tu as connu, hein, la grande vie, la jet set, tu as cru, faire partie, presque, hein, du des amis d'Epstein. Tu te rends compte que tu connais plein de gens, hein, dans les dossiers Epstein et tu te rends compte que, ouf, heureusement, tu as jamais été invité, sur l'île. Tu as jamais fait partie, en fait, de ces cercles quand même, assez concentriques et terribles, de corruption, et mine de rien, tu étais, un peu le larbin de cette caste. Qu'est-ce qui fait que, à un moment, bien avant d'ailleurs les dossiers Epstein, tu décides de t'extraire de ce milieu, dans lequel tu as grenouillé pendant des années? Et pour te présenter, à nos auditeurs, le mieux, c'est peut-être que tu nous racontes un peu ton parcours de vie qui est assez Ouais. particulier. C'est pas faute d'avoir essayé, hein, que j'ai pas été dans la fameuse classe Epstein, Epstein, whatever you want to call it. En français, j'ai du mal, moi, en tant Epstein. qu'Américain. En fait, aux États-Unis, les gens, il faut qu'ils comprennent pourquoi il y a une sorte de confusion. Les Américains disent Epstein parce que les gens, en arrivant aux États-Unis, décident comment ils veulent qu'on les appelle. Donc, Epstein a choisi Epstein et Einstein a choisi Einstein. Et donc, en réalité, tout ce blabla autour de la manière dont on prononce ce nom, c'est vraiment du cinéma, du théâtre. Ouais, Bon, ouais, ça n'a ceci rien à voir. dit, euh, pour en revenir à ta question, écoute, ouais, j'ai assez longtemps, pour des raisons, je pense, de psychologie personnelle, dont je vais pas vous saouler tes auditeurs avec ça, mais en gros, pour diverses raisons, moi, en arrivant à un assez jeune âge, j'avais un besoin de lumière, de reconnaissance, etc., qui m'a fait essayer de tout, vraiment de faire tout ce que je pouvais pour faire partie de ce monde-là. Alors je dis toujours la classe, la classe Epstein, moins la pédophilie. Il n'y a jamais eu Ouais, de, ouais. il y a jamais eu de malentendu là-dessus. Il n'y a jamais eu d'appétence, fort heureusement, de ma part pour ce volet-là de la classe Epstein. Et en même temps, je dis euh, euh, également, il faut mentionner le fait que pour moi, c'est pas le sujet vraiment des révélations sur l'affaire Epstein, c'est pas la pédophilie aujourd'hui. C'est-à-dire que je veux pas du tout minimiser la souffrance des victimes ou dire que c'est pas un sujet, c'est un sujet, mais le sujet, il est là depuis 15 ans. Mmh. Donc, ce qui est ébouriffant dans les mails que le département pardon, de la justice américain a publié en janvier, c'est la collusion, en fait, la corruption organisée d'une petite caste d'êtres humains dont certains sont américains, mais en fait, il y en a partout dans le monde et il y en a beaucoup en France, qui, en fait, font leurs affaires entre eux. Il y a une sorte de porosité entre le pouvoir politique, le pouvoir financier, le pouvoir culturel, le pouvoir médiatique, qui est en fait vraiment effrayante. Et oui, moi, il se trouve, quand les mails ont été publiés, je suis allé voir et en fait, j'ai halluciné, quoi, parce que je connais des centaines de gens qui figurent de manière proéminente dans les fichiers. Ouais. Et pas, enfin, Et pas n'importe lesquels, quoi. Et qu'est-ce que toi tu faisais en fait dans ce monde-là? Comment tu t'es retrouvé, à faire partie de cette, élite autoproclamée? Alors on parle pas vraiment Epstein, c'est un épiphénomène, c'est parce que Ouais, tu ouais. t'es présenté en disant: «Voilà, moi il se trouve que je vois que beaucoup de gens que je connais font partie de cette, de ce cercle de corruption, terrible». Mais toi, comment tu t'es retrouvé dans ce milieu-là et qu'est-ce que tu y faisais Bon, en fait? en gros, moi, j'ai compris très tôt que les médias internationaux étaient un tout petit monde, qu'en fait, ils bossaient tous plus ou moins ils étaient tous en train de colporter ce qui était écrit aux États-Unis. Donc en fait,
le New York Times et d'autres publications américaines donnent le là, et derrière, toutes les publications respectables du monde suivent. Donc, Le Monde en France Ah, ou du monde occidental, Libération. quoi. C'est vraiment un Voilà. suivisme total. En Ouais. fait, c'est assez incroyable. Donc, en fait, j'ai compris ça très tôt. Je travaillais, moi, pour le New York Times, enfin, pour son émanation française, ou en tout cas parisienne, basée à Paris, disons, qui s'appelait l'International Herald Tribune, qu'aujourd'hui, qui est devenu le New York Times International, la branche internationale du New York Times. Et assez rapidement, j'ai compris que c'était comme les gens l'oligarchie mondiale, en fait, souffre de plein de maladies diverses et variées, mais notamment d'un narcissisme aigu. D'être le gars dans les médias, ça me permettait en fait d'avoir accès à peu près tout le monde dans ce monde très poreux entre les élites financières, économiques, politiques, etc. Et il se trouve que j'ai très rapidement compris que j'avais une porte d'entrée pour m'épanouir au sein de ces élites, c'était d'emmener les grands patrons et des dirigeants politiques un peu du monde entier à Davos. Donc, je suis devenu monsieur qui t'embarque à Davos, qui t'amène, qui te fait rentrer, qui te Et- permet. En fait, les ouais. gens, les puissants, quand ils vont à Davos pour la première fois, ils sont dans leurs petits souliers. Parce qu'en fait, tout d'un Ouais. coup, c'est des gens qui ont l'habitude qu'on leur cire les pompes, vraiment voilà, qu'on fasse vraiment attention à qui ils sont, etc. Ils arrivent à Davos, tout le monde s'en branle. Hmm. Donc, ça la Et, fout mal. et Et Davos, donc, moi, j'ai. Ouais. c'est comme on a pu le lire, de la coke et des putes, et au-delà du networking, ou ça Non, reste quand même pas aussi décadent? non, c'est pas, c'est à la fois, comment dire, il y a de ça, j'ai aucun doute. Moi, j'étais cocaïnomane. Pour répondre à ta question du début, c'est comment est-ce que j'ai arrêté? En fait, moi, j'ai arrêté la cam parce que moi, j'ai passé 25 ans à me défoncer la gueule tous les jours à peu près. Ouais. Et je me suis aperçu quand j'ai arrêté que je ne me suis pas épanoui dans ces sphères élitistes en dépit de mon addiction à la cocaïne, à la méthamphétamine, etc. Mais grâce à elle. Parce qu'en Ouais. fait, l'addiction à ces produits et l'addiction à l'ego, l'addiction au pouvoir, l'addiction à l'adrénaline, qui C'est vrai, constitue une ouais. part énorme de leur vie. Hein. Je veux dire, c'est pas pour rien que plein de gens commencent en politique en étant des gens plutôt raisonnables, avec des idéaux et machin. Et en fait, ils deviennent corrompus. C'est parce qu'en fait, ils deviennent accros. Ils deviennent accros à l'adrénaline, ils deviennent accros à l'accélération, toujours plus, toujours je suis au centre de tout, regardez. Ouais. Hmm. Bon, et moi j'ai fini dans un état, donc non seulement à deux doigts vraiment de crever d'une crise cardiaque, mais aussi complètement accro à une représentation de moi-même que je voyais. Donc si j'avais un portrait dans Vanity Fair, bah, pendant une semaine j'étais content. Et par contre, C'est un si shoot d'ego, shoot ouais, ouais, d'ego non, c'est et de vraiment coke, ça. quoi. Et C'est si vrai. par contre un malotru façon Alexis Poulain disait des saletés sur moi sur Twitter, et ben pendant 3 jours j'étais au bout de ma vie. Ah C'est ouais. pas une vie en fait. C'est Non. pas une vie. Donc c'est comme ça un peu que, en fait, j'ai arrêté d'abord les produits. Après, je me suis rendu compte que j'étais accro à plein d'autres trucs. J'étais accro au sexe, j'étais accro au sucre, j'étais accro à l'accélération, j'étais accro à voilà, plein de trucs. Et puis en fait, que mon addiction, comme je ne lui donnais plus de drogue, il fallait que je lui donne autre chose. Donc ça a été vraiment assez surprenant de me rendre compte de ça. Et à terme, je me suis rendu compte que ma pire addiction, c'est une addiction qui est très répandue aujourd'hui Mhm. et que toi et d'autres médias indépendants qui avaient émergé ces dernières années, en fait, combattent et permettent aux gens de se sevrer. Et cette addiction-là, en fait, c'est l'addiction à un conte de fées, qui est d'ailleurs un peu un film d'horreur, mais qui est en fait l'histoire du monde tel que nous la raconte l'Élysée, mais aussi Le Monde, mais aussi le New York Times, mais aussi la Maison Blanche,
qui est en fait un ramassis de conneries. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, ma tâche aujourd'hui, ça fait quelques années maintenant que j'y travaille, c'était de me délester de cette addiction-là et de dire les choses. Ouais, alors justement, Voilà. donc toi, tu as été au cœur du globalistan, hein, on pourrait appeler ça, c'est-à-dire ces gens qui se Ah, disent très bien citoyens du trouvé, monde. très Ouais. bien trouvé le globalistan. Ah oui, c'est des citoyens global, hein. Emmanuel Mmh. Macron a reçu le prix de Global Citizen, hein, des mains du patron de BlackRock à l'Atlantic Council. C'était, Ah, l'hiver dernier en marge d'une session de l'ONU. Ce sont des gens qui sont des Global Citizen. Comment c'est à l'intérieur quand tu es à Davos? Qu'est-ce que tu as vu? Est-ce que quand tu étais dedans, il y avait des choses qui quand même te choquaient? Ou est-ce que tu trouvais ça tout à fait normal? Est-ce que tu avais l'impression aussi de faire le bien? Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que beaucoup de ces Global Citizen pensent faire le bien vraiment, être investis d'une mission pour le bien de l'humanité. Comment, c'est à l'intérieur de ce délire gonzo, en fait, où les gens pensent être vraiment des demi-dieux, quoi, hein? C'est un peu ça le problème. en fait, c'est très marrant parce que quand j'y étais, très marrant, bon, faut le dire vite, mais quand j'y étais, j'étais trop à fond dans le trip pour être à même de, j'avais pas le recul nécessaire ni sur moi-même ni sur ce qui m'entourait. Donc en fait, encore une fois, quand je dis, j'ai commis un papier récemment sur en fait ce trip de me rendre compte voilà, moi j'avais longtemps pensé faire partie des puissants, alors qu'en fait j'étais le larbin, j'étais le concierge, quoi. Mais quand j'y étais, et d'ailleurs, moi si j'avais été invité sur l'île d'Epstein, il n'y a aucun doute que j'aurais été le premier à me pointer. Bon, alors j'aurais peut-être halluciné et serais parti en courant en voyant l'âge des jeunes femmes et des filles qui étaient sur l'île. Mais en tout cas, moi je pense que en fait, le vrai secret, le mieux gardé de l'affaire Epstein, c'est qu'en fait, nous avons construit, nous les Occidentaux, un monde où comment dire, la palme d'or, c'était d'être invité sur l'île. C'est ça, en fait, le secret le mieux Tu gardé disais du capitalisme le summum de la occidental. réussite, c'était ça, Bah en ouais, fait, hein, c'était bah ouais, c'est pour d'être dans ça. ces C'est pour cercles privés de l'ultra corruption, quoi, ouais, hein. c'est pour Ouais. et il se voyait pas il ne se voit pas du tout comme tel. C'est pour ça que quand on le voit bien que c'est le prix c'est la Palme d'Or. C'est même Elon Musk, il galère à se faire inviter. Il se fait un peu chambrer par Epstein qui lui dit ouais peut-être, mais là j'ai un peu mal à la tête après-demain. Donc en fait, Musk, il a sorti les mails en disant regardez, j'y suis pas allé. Mais en fait, ce que les mails révèlent, c'est qu'il crevait d'envie d'y aller et que l'autre l'a un peu baladé. C'est ça qui est phénoménal. Donc en fait, on a construit un monde où le VIP lounge, c'est d'aller à Davos, et le VIP lounge de Davos, c'est d'aller sur l'île d'Epstein. Donc je veux dire, Ouais, donc c'est ça, c'est on le en sort. cauchemar absolu. On n'en sort Ouais, pas. On n'en sort ouais. pas. Alors, est-ce que à l'époque j'ai halluciné, etc. Bah, de temps en temps, voilà, tu parlais de la coke et des putes, tu vois des trucs, mais honnêtement, moi, je peux pas dire que j'ai assisté à des choses euh, complètement sidérantes là-dessus. C'est-à-dire que on voit des femmes dont très clairement, c'est des femmes qui sont là pour être, comment dire, qui sont là pour être financées, disons. Euh, la frontière entre pute ou pas, moi, voilà, pour ma part, je considère que c'est pas mon taf de dire, de pointer du doigt qui est un prostitué comme moi, je l'étais à l'époque, et qui, bon, ça n'a pas de sens. Est-ce qu'il y avait de la coke à Davos? Sans aucun doute. Moi, j'en ai pas eu. Par contre, j'ai fumé 14 000 pétards à Davos. Enfin, voilà, je veux dire, il y a des gens qui se mettent la gueule à l'envers à Davos tous les soirs. D'ailleurs, il y a un bar à Davos qui s'appelle le Piano Bar où tout le monde finit. Je veux dire, bon, donc tout le monde finit à 4 heures du mat dans un état lamentable. Les gens gerbent dans la neige.
Bon, Mais là, voilà. c'est justement, il y a plusieurs types de personnalités. Ça va pas être évidemment les head of state, ça va pas être les patrons de Palantir, etc. C'est plutôt les Non. consultants de McKinsey, c'est le Ouais, ouais, petit monde de Davos hein, qui se retrouve c'est là. le prolétariat de Davos, ouais. Ouais, c'est C'est ça. les mecs dont je faisais partie. Mais Mm. en même temps, on est, voilà, plusieurs Davos, j'étais la main dans la main avec le patron de Total de l'époque, quand Total avait un patron qui était un type De avec Marjorie, c'était ouais, avec beaucoup d'humanité, voilà. une vraie Moi, profondeur. Ouais. c'est une vraie profondeur humaine. C'est un autre temps. Oui, Je justement. n'en Alors, dirai pas plus. ça aussi, tu m'en parlais avant qu'on fasse l'émission, le côté aussi, course vers la médiocrité. C'est-à-dire que ces élites, autrefois, oui, on pouvait éventuellement dire qu'il y avait quelque chose de l'ordre de l'élitisme dans la culture, dans le savoir, dans, le savoir-faire diplomatique, enfin vraiment, voilà, des gens qui avaient quand même des qualités et puis, progressivement, tu vois arriver, quand même des gens qui, ont très peu de qualités, pour ne pas dire aucune, d'une médiocrité insondable, mais qui continuent en fait de se comporter de pire manière en fait que d'anciennes élites qui avaient peut-être plus de respect justement pour la populace. Hein. Et là, on sent qu'il y a une rupture aussi dans l'ADN de ces élites telles qu'elles s'appellent. Ouais, moi je pense en fait c'est pire que ça, c'est que la médiocrité est devenue fondamentale pour vraiment arriver au sommet. C'est-à-dire que c'est pas juste bon bah tiens, on se demande pourquoi elles sont devenues médiocres. C'est qu'en fait la cuistrerie d'un Macron qui laisse se balader des rumeurs selon lesquelles c'est l'héritier d'un grand penseur dont le nom m'échappe là tout de suite, mais en C'est fait, Paul Ricoeur, hein, tout le temps, voilà, c'est c'était Paul Ricoeur. ouais. Euh, voilà, il laisse planer une sorte de doute quant à sa relation avec Ricoeur, etc. Alors que bon, en gros, il, il a, il a passé très peu de temps à vraiment se familiariser même avec l'œuvre de Ricoeur. Ça se sent tout de suite. N'importe qui est un petit peu profond voyait venir immédiatement le côté. Il est dans la posture, Macron. Il est en train de sans arrêt de prétendre être quelque chose qu'il n'est pas. Et en réalité, à Davos, il a trouvé, c'est vraiment son terrain de jeu, parce qu'en réalité, ça n'est que ça. Et d'ailleurs, c'est tenu par des gens, c'est construit et tenu par des gens qui sont intellectuellement vraiment médiocres. C'est très très frappant de voir que Klaus Schwab, qui a fondé Davos, qui est un économiste allemand très austère, qui avait toujours une sorte de, de gravitas, mais c'est marrant parce qu'en fait il avait cette image de mec super intello, euh, qui disait pas grand chose, qui était très sérieux. Et en réalité, quand tu grattes un peu, tu t'aperçois qu'il ne parlait jamais, mais il ne parlait jamais, non pas parce que voilà, il était au-dessus de tout ça et que il réservait ses paroles pour ses conversations avec les grands de ce monde. Non, il parlait jamais parce qu'en fait, le type avait rien à dire. Et d'ailleurs, tous ces bouquins ont été écrits par un Français dont le nom m'échappe, mais ou d'ailleurs c'est peut-être un Suisse, mais un mec avec un nom français. C'était son associé. Oui, c'est celui qui a écrit le Great Reset, hein, avec Voilà, lui. Hein, voilà, voilà. et Bon, c'est vrai que et lui, en tant que penseur, il n'existe pas, quoi. C'est juste un non, opportuniste qui a créé ce truc. Et tu te voilà. rends compte il est tout plein de ça. C'est-à-dire, c'est un mec qui est tout dans les buzzwords, le marketing. Il est là avec son Great Reset, la Fourth Industrial Revolution et des trucs comme ça. Et qu'en réalité, moi, je me rappelle, j'ai un copain qui bossait à Davos, qui était proche de lui, qui m'en raconte. Donc, on est en 2003. Il y a Colin Powell qui est venu, donc secrétaire d'État américain, qui est à Davos pour en gros convaincre le monde d'aller envahir l'Irak. Et
Donc, tu vois, on est à un moment, vraiment un moment d'une importance historique majeure, tu vois. Et il y a un moment où Colin Powell se retrouve pendant 5-10 minutes seul avec Schwab. Et mon copain me raconte, en fait, c'était juste avant d'aller sur scène et de faire l'allocution en plénière. Donc, on est vraiment. Et en fait, Schwab avait tellement rien à dire qu'ils ont passé 5 minutes à parler de la météo. Parce que le gars, en fait, c'était. Ah oui, c'est il à est- ce point-là, d'accord. Ah ouais, ouais, en fait. Et Il c'est très commun. C'est-à-dire que ouais, je suis pas là pour dire, d'abord, enfin bon, moi, dans le côté superficiel et un peu ridicule, j'étais un as. Tu vois, moi, j'étais un as du paraître. J'ai écrit des tribunes, mais complètement vides pendant 15 ans. Donc, je veux dire, c'est un métier. Donc, je veux pas du tout prétendre que moi, j'étais là du haut de je ne sais quoi d'ailleurs, à regarder les autres et à me dire putain, quelle bande de bouffons. C'est pas du tout ça. Moi, j'étais dedans et je les trouvais géniaux. Ok, donc ouais, soyons mais très c'est clairs. comme ça que ça marche parce qu'il y a une petite Ouais, cour, et ouais. puis on regarde ça avec en se disant: «On a réussi», quoi, donc on est content Voilà, d'être là parce que c'est voilà, un peu voilà. le En fruit de fait, la réussite. c'est ça là. Alors ça, c'est Ouais. l'autre truc qui est magique à Davos, c'est que euh, en réalité, donc, il y a des gens très intelligents qui sont à Davos. Il y a des gens qui sont vraiment, vraiment médiocres. Il y a beaucoup de gens qui sont moralement vraiment médiocres aussi, qui sont pas forcément débiles, mais qui ont vendu leur âme. Genre, laisse tomber. Et puis, ce qui est vachement marrant, le truc que tout le monde a en commun à Davos, c'est que tout le monde pense que la méritocratie, on vit dedans. Pourquoi? Parce qu'en fait, si nous sommes dans des méritocraties, en France, aux États-Unis, etc., et qu'on est à Davos, ça veut dire qu'on mérite d'être en haut de la pyramide humaine. Et donc, il y a une sorte d'auto-justification en permanence, et personne qui dit, mais en fait, la méritocratie, c'est un conte de fées pour justifier votre place au sommet de la pyramide. Vous méritez que dalle. Vous n'avez aucun mérite particulier par rapport à d'autres. Je veux dire, soyons clairs. Donc, ça, c'est Mais vraiment le truc, moi, avec le recul, qui me frappe le plus. C'est le plus grand mensonge de l'Occident, c'est sans doute ça. C'est cette ouais, histoire. Les Américains appellent ça the American Dream. Les ouais. Français appellent ça Mmh, l'ascenseur social, machin, whatever, enfin, le truc républicain. C'est du vent. En fait, je veux dire, les élites françaises, elles se rencontrent même pas au lycée, elles se rencontrent en maternelle. mmh. C'est ça la réalité Ouais, c'est sur un d'où on très vit. petit quartier. Bah, d'ailleurs, Gabriel Attal, hein, est très, représentatif de ça, hein. Il essaye de se faire passer pour un jeune qui a galéré avec une mère solo, qui a perdu son papa jeune. Alors c'est un drame, hein, effectivement, mais derrière, il voudrait faire pleurer dans les chaumières alors qu'il fait partie de ce petit monde, hein, Et puis cosmopolite, surtout, où le pouvoir est et- extrêmement concentré, ouais. ouais, et puis il y a un truc qui est très pervers là-dedans, c'est qu'il y a des gens qui arrivent en haut et qui viennent en effet de tout en bas. Moi, dans l'administration Obama, je connaissais beaucoup de gens qui venaient du trou du cul du Bronx, etc. Donc, je suis pas là pour nier le fait qu'ils ont plus de mérite, certainement, que moi, qui débarque, qui ai grandi dans le 6e arrondissement de Paris, à Saint-Germain, qui a grandi. Donc, c'est pas ça. Le problème, c'est que même dans les cas où on arrive en haut, on n'a pas à juger ceux qui n'y arrivent pas en prétendant qu'eux n'ont pas de mérite. C'est ça le foutage de gueule. C'est que beaucoup de gens qui viennent en effet et qui ont des trajectoires remarquables finissent par croire leur propre conte de fées, leur propre mythologie qui consiste à dire, bah, en fait, moi, contrairement à vous autres, moi, je mérite d'être là. Mais un peu d'humilité, enfin. Mais ouais, mais ça fait vraiment partie de le récit, hein, la force du récit. On se crée un monde, une réalité alternative et puis on s'y tient et ça devient la réalité, c'est le principe. Qui étaient les autres Français, que tu rencontrais? Alors toi, tu es franco-américain, mais est-ce qu'il y avait d'autres Français qui étaient, C'est là aussi? encore. Est-ce que tu as gardé des amis de cette époque-là ou est-ce que tu as coupé les ponts avec tout le monde? Et est-ce que tu as quand même rencontré des gens, comme tu dis, d'une certaine qualité, malgré la médiocrité ambiante?
Oui, 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 il y a des gens dont nombre d'entre eux, je suis absolument pas d'accord. Je partage plus du tout leur vision du monde, etc. Mais je peux pas dire que ce soit des crétins, loin de là. Donc, euh, l'ancien, je pense à l'ancien patron de la Banque de France et de la Banque centrale européenne, Trichet, un type, bon, voilà, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais enfin, c'est pas un gland. Il fait partie justement de ces élites d'avant qui étaient pas forcément blanches comme neige, mais qui étaient des gens qui avaient du respect en fait pour la dignité de chacun. Ce qui frappe aujourd'hui, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de respect pour la dignité de chaque individu. En fait, les gens sont traités comme des variables d'ajustement par les gens qui sont aujourd'hui qui prospèrent à Davos. Non, moi, bon, d'abord, je l'ai déjà mentionné, mais Christophe de Margerie, pour moi, c'était un bonhomme. Je, je, on peut dire ce qu'on veut sur Total, et je fais partie des gens qui trouvent que Total est vraiment une entité. Voilà, je suis plus un grand fan, notamment quand je vois les affaires qu'ils font en misant sur cette guerre, le milliard qu'ils ont fait en misant sur la guerre. Mais voilà, Christophe de Margerie, c'était un sacré bonhomme. Il y a pas de doute. Euh, est-ce que est-ce que j'ai beaucoup d'autres gens à mentionner que j'ai rencontrés là-bas qui... Non, là, je dois dire que d'abord, j'ai plus de contact vraiment avec ce monde-là, qui me regarde un petit peu. J'ai fait une tribune dans le Financial Times en 2020 ou 2021, dans laquelle j'ai dit, le titre, c'était Davos est mort. Donc, bon, ça a fait que, en gros, Ah, au moins, c'était l'enterrement. voilà. Bon, le truc, c'est que la tribune en question, elle est pétrie un peu de naïveté, puisque c'est moi qui me réveille et je fais comme si le truc était en train de crever, alors que c'est un zombie depuis fort longtemps. Donc, ça Ouais. manquait de recul. Il n'en reste pas moins que ça a un peu scellé le sort de ma relation avec le Forum économique mondial et beaucoup de gens, parce qu'en fait, c'est un monde où on le truc dont tout le monde, qui fait faire des cauchemars à tout le monde dans ce monde-là, c'est d'en être exclu. C'est encore une fois, c'est un peu la VIP lounge de la boîte. Donc, on veut surtout pas se retrouver derrière le cordon en velours là. Donc, donc, en gros, les gens, ils arrêtent de vous parler. Quand vous dites, moi, je sors, je veux plus faire partie de ce truc-là, bah, c'est fini en fait. Tout le monde ferme la porte. Mais, mais pour moi, c'est un des cadeaux de la vie. C'est-à-dire que, en réalité, moi, je suis comme quelqu'un qui a été prisonnier toute sa life, qui s'en est pas rendu compte, qui est complètement enchaîné à un système de valeurs, une manière de fonctionner qui était profondément toxique et qui a, grâce à... Bon, moi, il se trouve que je viens d'un agnosticisme assez militant et je suis devenu croyant. Et en fait, la foi, la poésie, le fait d'en avoir plus rien à foutre de frayer avec cette faune-là, c'est un cadeau, mais inestimable. Ouais, c'est-à-dire Inestimable. que il y a ça aussi dans ton parcours. Je voulais qu'on en parle. C'est bien que tu y fasses référence. C'est que tu m'expliquais que tu venais effectivement d'un milieu plutôt anglo-saxon, agnostique, pas vraiment penché sur la foi, et que à un moment, bah, toi, tu fais l'expérience de la foi et ça change complètement ta vision du monde. Là encore, des gens ont dû te regarder avec des yeux totalement éberlués en disant mais qu'est-ce qui lui arrive? Il arrête la drogue. Qu'est-ce qui fait que tu as arrêté la drogue? C'était ça ou c'était après? Enfin, Non, non. comment ça s'est passé ce parcours? Écoute, merci de me le demander parce que ça me permet d'expliquer un petit peu. C'est le propos d'ailleurs. Mais écoute, en gros, non, j'arrête de me droguer parce que je sens que enfin voilà, je sens pas. Je me retrouve dans des situations où je sens que les palpitations, voilà, ça sent la crise cardiaque de manière très claire. Donc j'arrête parce qu'il n'y a pas de plan B. J'ai pas envie de crever. Assez rapidement, je me rends compte que pour persévérer dans ce cheminement sans drogue,
j'ai pas juste besoin de pas me droguer, j'ai besoin d'arrêter d'être un connard. Voilà. Et donc, du coup, bah, ça fait beaucoup parce qu'en fait, à ce stade-là, moi, la coke, le pouvoir, Davos, truc nuche, ça fait que je suis devenu d'abord un type qui souffre d'un narcissisme hyper aigu, mégalomane, parce qu'en fait, encore une fois, moi je suis le concierge de la classe Epstein, mais en fait, je pense que j'en fais partie. Donc, donc, ça me travaille. Et là, il s'agit donc pour pouvoir ne plus me droguer, je me rends compte qu'il va falloir changer tout, en fait. Il n'y a qu'une seule chose à changer, c'est tout. Et là, assez rapidement, je comprends que tout changer, ça requiert que je ne m'appuie pas sur mon ego, mais que je m'appuie sur autre chose. Et autre chose, bah, il n'y a pas tellement de choix. Enfin, moi, on m'a pas forcé à croire en Dieu. De toute façon, je leur ai dit au début, moi, mes amis qui ont essayé de m'emmener dans ce chemin, ils m'ont dit, si tu crois pas en Dieu, c'est compliqué. Je leur dis, bah ouais, mais moi, j'y crois pas. Comment vous voulez que je peux pas appuyer sur un bouton? Ils me disent, bah non, en fait. Et là, ils m'ont rappelé. Et c'est marrant parce que c'était pas des Français, mais ils m'ont dit, there's a guy you should look into. Il y a un type dont l'œuvre est très importante là-dessus. I think his name is Blaise Pascal. Ouais, ok, oui, je connais Blaise Pascal, oui. Et ils me disent, bah, Blaise Pascal, il disait, c'est pas on prie parce qu'on a la foi, on a la foi, la foi en fait, elle vient en priant. Donc, je fais, ok, bon, c'est curieux, mais donc qu'est-ce que ça veut dire? Bah, tous les matins, tu vas te lever et tu vas demander une journée sans drogue et sans alcool euh, en te mettant à genoux. Bon, ok. Et puis le soir, tu vas faire la même chose. Tu vas dire merci pour une journée sans drogue et sans alcool. J'y vais et je t'avoue que les premières fois que je le fais, j'ai un sentiment de grotesque. Tu te vois le faire, ouais, t'es gêné, c'est ça, Bah ouais. ouais, je suis gêné, c'est ridicule, quoi. Et puis, sans déconner, 3 semaines plus tard, je sens un embryon de foi. Euh, et là, je me dis, en fait, moi, j'ai essayé 1387 fois d'arrêter la drogue, parce que j'ai essayé d'arrêter, mais voilà, on ne sait. Et, mais tout seul, genre à la force du poignet, et j'ai échoué. Et là, pour la première fois, en m'appuyant sur un truc que bah, je vais finir par appeler Dieu, bah là, tout d'un coup, non seulement j'y arrive, mais ça devient assez un processus assez agréable en fait. J'ai vraiment, voilà. Et ensuite, il se trouve que donc d'abord je ressens la foi, et puis il y avait un acte manqué dans mon parcours qui est que pour épouser une Tuniso-maltaise quand j'étais beaucoup plus jeune, je m'étais converti. Euh, enfin, j'étais passé devant le moufti de Tunisie et donc j'étais formellement converti, mais à l'époque j'avais pas du tout la foi. Et donc quand je commence à la ressentir la foi, là je me dis mais en fait, si je vais avoir une conversation avec Dieu, bah en fait la moindre des choses, étant donné ce cheminement qui a été le mien, c'est de pas ignorer le fait que je me suis converti, qu'en fait quelque part euh, j'ai eu cette opportunité à un moment d'arrêter les conneries, d'arrêter de me prendre pour le centre de l'univers, d'arrêter de me défoncer la gueule et que je ne l'ai pas saisi. Mais la moindre des choses aujourd'hui, c'est de reconnaître que cette opportunité avait été là. Et donc, j'ai décidé d'avoir ma conversation avec Dieu, puisque à ce moment-là, j'avais commencé à l'appeler Dieu, par le biais de l'islam. Et il se trouve que en fait, il y a plusieurs choses dans la manière, dans la pratique en fait de l'islam qui correspondaient parfaitement à ce que je recherchais. C'est-à-dire, en France, on traduit souvent islam, d'ailleurs dans le monde entier, par le mot soumission. D'ailleurs, il y a un livre assez connu, un roman de Welbeck qui est titré ainsi. Mais en fait, il y a une autre traduction du terme islam qui est celle que je choisis, c'est celle de l'abandon. L'abandon, c'est-à-dire le lâcher prise. Et en fait,
se remettre de l'addiction et se remettre d'être un gros connard, ça demande du lâcher prise. C'est pas non, ça marche pas. Parce que ça finit par, il y a toujours un moment où tu vas lâcher le truc et puis tu vas retourner. Voilà. Alors que si tu lâches prise, bah tu lâches prise. Donc il y a pas de retour de manivelle où tu as envie de te lâcher parce que tu es tout le temps stressé, etc. Donc c'est un peu ça. Il y avait ça et puis il y a aussi au début, même si j'ai jamais été je pense que la plupart de mes coreligionnaires ne verraient pas ne verraient pas forcément d'un bon œil ma pratique personnelle de l'islam. Le fait de m'arrêter 5 fois par jour pour me connecter à mon créateur, c'était quelque chose qui m'a permis j'avais besoin en fait, le contraire de l'addiction, c'est pas ce qu'on pense. C'est pas la sobriété. Le contraire de l'addiction, c'est la connexion. Pas la connexion Facebook, mais la connexion avec quelque chose qui nous dépasse. Donc Dieu, les autres. C'est pour ça que souvent les gens qui guérissent de l'addiction se retrouvent dans des groupes de parole pour échanger sur leurs conditions, parce qu'en fait, ils se connectent les uns aux autres, et en se connectant les uns aux autres à quelque chose de plus grand, on se connecte également à nous-mêmes. Et donc, on se retrouve et donc on parvient à changer, en fait, à changer. Et c'est vraiment ça qui a été, c'est ça qui m'a sauvé la vie. Ouais, parce que c'était vraiment ça où c'était terminé et du coup, après cette, réalisation, cette, connexion, qu'est-ce que tu es devenu? Enfin, comment tu regardes celui, d'hier? Est-ce qu'il en reste quelque chose quand même peut-être? Est-ce que tu te dis: «C'était un parcours qui était nécessaire, je devais passer par là pour comprendre, pour avoir une vision aussi à 360»? Enfin, comment tu vois ça justement, celui d'avant, celui d'après? Est-ce que c'est le même ou pas? Comment ça Ah, fonctionne? c'est le même. C'est le même. C'est-à-dire qu'au début, là maintenant, ça fait 12 ans que je me suis pas drogué. J'ai arrêté le même jour, la veille de la Saint-Patrick 2014. Ouais, alors je peux te dire, j'ai bien choisi mon jour. J'étais à Londres en plus, donc la Saint-Patrick à Londres, c'est pas là, ils prennent ça très au sérieux. J'ai arrêté. La veille de la Saint-Patrick, j'ai pris mon dernier trait, mon dernier rail de coke, dernière clope, dernier verre d'alcool, dernier pétard. J'ai tout arrêté le même jour. Et, euh, et en fait, pendant assez longtemps, l'histoire dans ma tête et celle que je racontais à qui voulait bien l'entendre, c'est que voilà, avant j'étais une crapule et puis maintenant je suis devenu un saint. Et puis avec le temps, maintenant ça fait 12 ans, je me rends compte que en fait, ça, j'ai pas envie de changer quoi que ce soit. Même les années les plus sordides, elles m'ont amené là où je suis. Euh, et, Et puis je suis encore un gros con de temps en temps, c'est très bien comme ça. Enfin, je veux dire, voilà, j'ai arrêté d'être, j'ai arrêté le côté noir ou blanc. Je- voilà, chaque jour est un cadeau, euh, et et j'ai pas envie de prétendre que il y a telle ou telle part dont je voudrais me séparer. Voilà, alors j'ai le, comment dire, c'est facile à dire maintenant, puisque maintenant j'ai vraiment une belle vie, une vie. Et quand je dis belle, je veux dire simple. Euh, je gagne moins d'argent que je n'en ai gagné tout au long de ma vie. Ma vie est vraiment, ouais, très très simple. Vraiment, moi je me lève, j'écris. Voilà, pour répondre à ta question, je passe l'essentiel de mon temps à écrire. Je viens de finir un roman qui était un peu une histoire de la, de ma désillusion avec les médias occidentaux, mainstream, et pour être derrière les médias, ma désillusion en fait avec le, le avec l'Occident, puisque je considère que euh, quelque part on est en train d'arriver à la fin d'une ère euh, qui a duré 500 ans où l'Occident
a pillé, violé, assassiné, conquis, esclavagisé le monde entier en disant nous sommes là pour vous civiliser, c'est pour votre bien. Et je pense que c'est en fait c'est l'équivalent à l'échelle d'une civilisation de ce qu'on appelle en psychologie le gaslighting. Donc il y a un truc très pervers dans cette histoire. Et en fait, aujourd'hui, moi, je suis j'ai un fils qui a 24 ans. Les jeunes m'ont toujours intéressé. Je suis pas du tout je suis pas du tout un jeuniste ou voilà, je suis pas obsédé par les générations, mais je trouve qu'aujourd'hui, les jeunes qui ont tellement de défis, le marché du travail depuis 2023, quand on le compare à celui que j'ai connu ou que tu as connu, c'est un monde, c'est une galaxie différente. Donc ils ont des contraintes et des challenges, des défis que nous, on n'a pas eu. Enfin voilà, c'était quand même beaucoup plus simple. Mais en même temps, je pense que c'est la première génération qui est en train d'émerger, qui est capable de refonder la relation de l'Occident avec le reste du monde. Parce qu'en Mmh. fait, Et notre civilisation, elle est pétrie de condescendance, pétrie de mythologie assez pourrie sur qui nous sommes. Et je suis pas du tout, mmh. je fais pas Et du tout partie des gens qui sont dans l'autoflagellation, non, l'Occident, non. on est mauvais, machin. C'est vraiment pas ça le propos. Le propos, c'est de dire, en fait, Et il faut avancer. Mais pour avancer, il faut d'abord être lucide sur qui on est et ce qu'on a fait. est-ce qu'on où on en est, oui, Ouais. absolument, avec cette idée de enfin, le globalisme, c'est un néocolonialisme aussi, hein, Ouais. Bill Gates et ses vaccins pour sauver des enfants en Afrique, c'est rien d'autre qu'une Ouais, vision alors qu'en fait, totalement on s'aperçoit qu'il y condescendante du allait monde. avec Jeffrey Epstein, en plus. En plus, en Enfin, je plus. veux dire, c'est ça qui est Toutes ces dingue. fondations aussi, ces fausses fondations comme Terramar, la fondation de Ghislaine Maxwell, enfin, on sent bien que derrière, il y a de l'escroquerie et il y a aussi du néocolonialisme, hein, c'est pas rien Et donc mais ce qui est pervers, ce qui est remarquable, c'est qu'ils y croient. Encore une fois, il faut bien comprendre, tout à l'heure, je t'ai pas répondu à cette question, le slogan de Davos, adopté je ne sais pas si c'est en 1987, mais il y a un moment dans les années 80 ou 90 où Davos adopte un slogan, une tagline, et c'est Committed to improving the state of the world. Donc engagé pour rendre les le meilleurs. monde meilleur. Enfin, je veux dire, tu peux C'est pas le. Donc Michael en gros, Jackson. non mais c'est incroyable. Donc le Ouais, monde, ces mecs se retrouvent, en gros, en parlant sans arrêt de rendre le monde meilleur, alors qu'en fait, ils passent l'essentiel de leur temps à rendre leur compte en banque meilleur. C'est surtout ça le propos à Davos. Mais en plus, ils se drapent dans une sorte, dans le droit de l'homisme et les petits-enfants en Afrique, etc. Donc, Bill Gates, il est à la fois en train de se vendre, et moi, j'ai fait partie de ce cirque. C'est-à-dire que Bill Gates, je l'ai amené à Paris, je lui ai dit, arrête d'aller au Figaro et à l'Élysée. Je vais te faire le Daily Mouloud. Donc, je l'ai emmené chez Mouloud Achour, à l'époque sur Canal+, et on l'a blanchi. On l'a rendu cool, on l'a ouais, rendu le woke. concierge, tu faisais le service après-vente, tu Voilà, prenais un escroc, un corrompu et tu faisais un mec voilà. cool, quoi. Mais moi, j'y croyais à fond. C'est ça Ouais, qu'il faut comprendre. C'est mmh. que c'est bien pire que des gens qui sont là en train de faire ha ha ha, on va tous vous baiser. C'est le pire, c'est que ces Golios, ils y croient. Ouais, ouais. C'est- Non, c'est terrible. Moi, c'est ça qui est le plus choquant et je pense le plus, effroyable, c'est de voir qu'ils y croient vraiment, qu'il y a pas de retour sur soi ou de réflexion critique par rapport au mal qu'ils peuvent faire en réalité, hein, notamment vers l'installation de ce technofascisme, avec le sourire, hein, c'est vraiment ça le problème aujourd'hui. Pour eux, c'est vraiment une défense de la démocratie de dire: «Vous n'aurez plus le droit à la parole». Et ça, c'est ce qui est le plus effrayant, mais vraiment. Et alors sur, il y a ce D'ailleurs, peut-être principe de non, j'allais juste ajouter un truc, c'est à Davos qu'on comprend que la gauche molle, mmh, l'extrême centre, la droite voilà, libérale, en fait, c'est blanc bonnet, bleu, un enfin, parti unique. Moi, j'appelle ça le parti unique, mais c'est 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 vraiment ça, le hein. parti unique. Tu peux pas Ouais. savoir. C'est-à-dire que tous ces mecs,
ils s'affichent, ils arrivent, les Américains, ils arrivent à Davos, ils sont I'm a Democrat, machin, mais un quart d'heure plus tard, ils sont sur la piste de danse à la fête de Google à danser avec le mec de Palantir. Normal. Enfin, Mais tu voilà, as vu que normal. quand même C'est normal. la porte-parole de Palantir en France était candidate du PS. C'est une bébé Attali qui a été montée par Jack Hmm. Attali et cetera. Je veux dire un Raphaël Glucksmann, c'est exactement le même bois avec un peu de renseignements par derrière, des réseaux opaques sur des coups d'État dans les pays d'Europe de l'Est. Enfin, on a affaire à Ça, des on gens pourrait. Ouais. ouais, ouais, donc Je connais bien, et toi? je pratique Dans bien le personnage, l'animal. Et ah voilà. on a bossé ensemble pour le président de la Géorgie. Ah toi, tu as bossé avec Glucksmann pour le président de la Géorgie? Tu faisais quoi? Bah, moi, lui, il était le conseiller De le plus Saakashvili? proche de Saakashvili. Et moi, j'ai été engagé par l'administration Saakashvili pour faire en fait ce qu'on appelle en anglais les junkets. C'est-à-dire, c'est un truc qui est très pratiqué par le gouvernement israélien. C'est tu prends des gens, des VIP, machin, et tu les embarques, tout frais payés, dans des avions, et tu leur fais visiter l'endroit. Ils passent 3-4 jours à faire que des trucs sympas à l'œil et notamment à passer un peu de temps à déjeuner avec le président ou à Trucnuche. Enfin, voilà, tout est très bien organisé. Ils repartent et les mecs, ils sont acquis à la cause du pays pour toujours. Ouais, Et ça, ce que font ça, ce que fait Elnet aussi pour Israël, voilà. Et enfin, donc c'est ça, vraiment ouais, ouais, c'est un système. Et quand tu regardes que ça soit le Parlement, le Congress aux États-Unis ou le Parlement français ou le Parlement britannique, en fait, tu t'aperçois que je sais pas quels sont les pourcentages, mais ouais. c'est la vaste Et majorité de nos députés, ils passent. mmh. Et alors de ces relations enfin, Raphaël Glucksmann au quotidien, ça donne quoi? Tu en as retiré quoi de cette expérience? Écoute, à l'époque, on était super copains, hein. Donc Mmh. bon, tout ce que je peux te dire, c'est qu'à l'époque, on s'entendait à merveille. Maintenant, bon, c'est vrai que le gouvernement Saakashvili, et j'en dirai pas plus, mais le gouvernement Saakashvili, c'était un gouvernement thatchérien. Mmh. Donc c'était le libéralisme ouais, Tony Blair, c'est-à-dire on va conserver toutes les politiques économiques très 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 quasiment pinochetiennes euh, sur l'économie, mais on est sympa avec le mariage gay et je sais pas quoi. Donc Oui, c'est bon, Macron, enfin, voilà, c'est c'est la Macron, troisième voie de voilà. Blair, c'est exactement tout le temps la même chose, en fait, C'est hein. Ouais. ça. D'ailleurs, Mmh. moi, quand Macron a été élu, je me suis dit, putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ce mec, il se pointe, il vend Tony Blair 15 ans après et ça marche Ouais. encore. Mais Ouais, c'est attendez, mais fou. Moi où moi on aussi, est? je pensais qu'on Où? avait enterré la troisième voie, Non. mais non, non. Et en fait, voilà, moi, vu d'aujourd'hui, ce qui me fascine dans la trajectoire de Raphaël Glucksmann, c'est le fait que, voilà, qu'il est l'illustration qu'on peut être thatchérien pendant des années et devenir une sorte de créature de la gauche molle. En fait, il a rien changé. Et je pense pas Non. qu'il soit, je pense pas qu'il soit malhonnête. Ah non, encore une C'est-à-dire fois, que il y croit. lui, Ouais. oui, c'est la même Ses chose. grandes valeurs de démocratie, sa lutte contre l'ogre Poutine, sa libération des Ouïghours et cetera. Pour lui, c'est un combattant de la liberté, j'imagine, hein? Oui. Et Ouais. puis, enfin, il mentionnait les services, dire les Ouïghours. Aujourd'hui, on sait que c'est un des programmes favoris de la CIA, Bah, que Raphaël Glucksmann et Saakashvili. la CIA, c'est quand même il y a quand même beaucoup de faisceaux d'indices, quoi. On peut pas Ouais, non plus en fait, faire il y a comme un si on truc voyait pas. surtout. Ouais, ouais, il y a un truc surtout, c'est en fait, la CIA, c'est redorer le blason en utilisant un organe séparé qui est en fait le prolongement de la CIA depuis quelques années, qui s'appelle le National Endowment for Democracy. Donc, qui est une machine à arroser tous les gens dans tous les pays qui sont pro-américains, toutes les ONG, tout, etc. Et bon, je veux dire, ces gens-là, ils ont arrosé tout le monde pendant. C'est eux, leur spécialité, c'est d'organiser, en fait, c'est de financer les ONG
qui vont monter ces fameuses révolutions Les colorées. révolutions de couleurs, ouais, c'est ça. Voilà. Et c'est vraiment la NED, l'USAID, Radio Free Europe pour ce qui est de l'Europe de l'Est. Voilà. Et tout ça était une sphère d'influence affirmée hein, de l'atlantisme et des États-Unis en Ouais, l'occurrence, avec des têtes de pont comme Raphaël Glucksmann. Après, il y a une sélection via les programmes de sélection des Young Leaders. D'ailleurs, tu as fait exactement. partie, toi, d'une fournée Non, Young non, moi, Leader, ils m'ont non? recalé. J'étais très déçu. Mais J'ai t'avais, essayé d'en faire partie, ils m'ont il jeté. t'avait, ah ouais, c'est toi qui avais Ouais. voulu, et puis ils ont dit non, toi, non, Ouais. t'étais trop Ils trash à m'ont, l'époque, quoi. Ouais. j'ai voulu, je pense que ouais, en fait, c'est d'ailleurs sans doute, voilà, tu me disais, est-ce que tu regrettes, enfin, tu m'as pas demandé ça comme ça, mais comment je voyais le passé. En fait, je me dis aujourd'hui que la coke et les produits, ils m'ont sans doute rendu tellement imprévisible euh, que en fait, ça m'a préservé de plein de trucs. Je pense que la CIA, moi, j'aurais été un extrêmement bon asset pour Ah, eux. mais Mais comme t'as jamais été approché par les services, par exemple? alors, c'est un peu plus compliqué que ça parce que moi, j'avais des rapports avec des gens qui étaient des anciens de la CIA. Or, comme tu sais, des anciens de la CIA, voilà. Donc, et j'ai même, je me rappelle quand un jour Alain Soral a publié mon portrait dans Égalité Réconciliation, il m'a démonté la gueule à juste titre. Et il a mentionné le fait que sur un de mes sites web, il y avait mention que à mon board, qui étaient des boards, c'est des boards qui sont jamais réunis, mais les boards en général, c'est pas pour se réunir, c'est pour avoir l'air cool sur un site web. Et sur un des boards de enfin le board de ma boîte, il y avait donc ce type, cet ancien de la CIA. Donc non, je pense que j'étais trop. Est-ce que j'ai été est-ce que j'ai croisé des gens sans aucun doute. D'ailleurs, à Davos, ça pullule de gens qui sont soit dedans, soit à 7 un jour. Les gens souvent ne comprennent pas bien. J'ai remarqué quand dans l'affaire Epstein, les gens disent est-ce qu'il était agent du Mossad ou en fait c'est pas la bonne question parce qu'Epstein il est l'échelon du au-dessus. Donc en fait, le patron du Mossad, il est super content quand il passe une après-midi avec Epstein, puisqu'Epstein, il glande avec Clinton, avec Blair, avec MBS, avec... Donc en fait, il faut comprendre, c'est le patron des services secrets, c'est le boss du boss des services secrets qui est l'équivalent d'Epstein. Donc est-ce qu'il bossait pour les Russes? Est-ce qu'il bossait pour les... En fait, Epstein, il bossait avec tout le monde parce qu'en fait, il était au-dessus de la plupart Ouais, de ces réseaux enfin, voilà, en tout il y cas, il avait, n'était pas salarié voilà, non, il en fait, la a jamais figure été tutélaire, salarié. c'est un peu, Robert Maxwell, hein, le père de Ghislaine Ouais, Maxwell, qui était à la ouais. confluence, hein, du MI6, du KGB, et de la CIA et de d'autres services. Enfin Et du et ces Mossad. gens Ouais, ouais. vendent de l'information et du Mossad, bien sûr, et ils vendent de Mm. l'information à droite à gauche. Ils ont une position de pouvoir qui leur permet aussi d'être une plateforme interservices, avec bon, parfois quand même une accroche plus profonde auprès de certains services, de certains pays que d'autres. Bien Mais sûr, bien sûr. Et globalement, ça, je suis c'est pas ça. habilité pour dire, j'ai aucune information secrète là-dessus. Mais par contre, il faut comprendre que quand tu es genre dans la Robert Maxwell, c'est sans doute Robert Maxwell qui a livré à Israël les composantes qui leur ont permis de construire la bombe nucléaire. Okay, donc, Robert Maxwell, quand tu fais des trucs comme ça pour un État, t'es plus dans la REM classique. T'es plus dans genre faites-moi un chèque de. Il n'y a pas de, il y a pas de montant pour récompenser un truc pareil quand tu es Israël. C'est en gros, d'ailleurs, on voit bien quand il meurt, Robert Maxwell, il y a tous les chefs d'État, tous les présidents, tous les premiers ministres et tous les patrons du Mossad sur 10 générations qui se pointent aux funérailles de Robert Maxwell. Donc en fait, il est, il a, Robert Maxwell, en fait, je dirais presque son fric, c'est connexe. C'est un fruit de son influence. Mais là où Ouais, il c'est est ça. puissant, comment dire, sa monnaie d'échange, c'est pas le fric. La monnaie d'échange d'Epstein, de Robert Maxwell, c'est l'influence.
c'est la capacité à prendre son Ouais. téléphone et en fait à te. Et à connecter, à dire D'ailleurs, viens sur l'île, il y a une fête ce week-end, il y aura ouais, Bill Gates et il y aura le ouais, patron de ouais, Palantir, on va rigoler, quoi. ouais, C'est ça. ouais. Et d'ailleurs, il y a une sorte de collusion aussi qui est à creuser, à laquelle je m'intéresse beaucoup. Je suis en train d'essayer de faire un papier d'investigation là-dessus, sur tu sais, Epstein, il adorait dire, ce qu'il était, ce goût de la transgression, euh, il était vraiment dans sa langue, dans la manière dont il parlait. Il disait, j'ai deux passions dans la vie, science and pussy. Et il disait ça tout le temps. Et C'était son et ce grand qui était truc. vrai puisqu'il passait son temps à essayer de D'être avec des tamponner, prix hein, Nobel. Ouais. des prix Nobel, des grands Ouais. scientifiques Et et j'en puis après il connais. y avait ce Je réseau connais, de traite humaine. je connais Ouais. plusieurs prix Nobel de physique, notamment, qui se sont retrouvés sur l'île et Ah qui m'ont oui. appelé en me demandant, on est dans le New York Times, mentionné dans un papier sur Epstein en 2019, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je me rends compte que les gens en question, c'était vraiment des gentils. C'était pas des voyous, c'était pas des crapules, c'était vraiment des géo-trouve-tout, des professeurs tournesol. Et en fait, je me Oui, suis dit, c'est là que j'ai compris que notre système était moralement, c'était la banqueroute. Parce condamnable, qu'en ouais, fait, ouais. parce qu'en fait, même des gentils se retrouvaient sur l'île d'Epstein. C'était pas pour Mmh. rien. C'était pas parce Mmh. qu'ils étaient intéressés par la pédophilie ou je sais pas quoi. C'est parce qu'en fait, on est arrivé à un point où, en gros, quand un milliardaire te dit, te monte dans mon jet, viens sur mon île dans les Caraïbes, plus personne se pose la question de, mais c'est qui ce mec? C'est- Parce qu'en fait, on Et a trop d'ailleurs, envie d'être sur le jet, ouais, tu ce vois? mec qui mettait sur son CV juste un mec cool, hein, c'est aussi il était Ouais, toujours en mode: «Moi, je suis le mec cool, je suis en ouais, jogging», ouais. et Bah, cetera et c'est comme d'ailleurs, ça qu'il a eu ces tout le monde, hein. conversations avec Les Wexner, tu sais, le patron Ouais. d'Abercrombie et Fitch, etc., qui est le mec le plus dans la merde aujourd'hui, enfin qui devrait l'être, l'homme le plus riche de l'Ohio, ce type dit dans un de ses derniers échanges avec Epstein, il lui dit, ça y est, tu fais de l'esbrouf, t'as arrêté de te planquer, t'as arrêté d'être le mec qui sous le radar, t'es tellement accro à ton ego que t'as commencé à te la péter publiquement, et ça scelle ta fin. Ah ouais, donc il savait très bien qu'il fallait, être low profile pour arriver à voir tout le monde, quoi et jouer un peu, au bourgeois gentilhomme, quoi, flatter le Ouais, et puis milliardaire en en face même de temps, soi et ouais. ouais, mais je pense aussi que, en fait, voilà, c'était un mec qui était trop. D'abord, Epstein, ce qui est frappant dans ses mails, c'est il est vraiment genre, il est d'une médiocrité. Je suis sûr qu'il n'était pas que médiocre, mais on sent la médiocrité morale et intellectuelle à tout bout de champ. C'est-à-dire, il n'arrive pas à écrire 3 phrases sans faire 14 fautes. Il est tout le temps en train de dire des choses qui sont vraiment. En fait, il a que deux modes, Epstein. Il a un mode qui est le comment dire l'obséquiosité. Donc il est tout le temps en train de draguer les gens, et d'essayer de les charmer, de leur faire des compliments, de machin, faire en est pote. Et il a qu'un autre mode, c'est Pitbull. Donc tu le vois souvent passer dans ses relations. Mais Il comme, passe de yeah à tous les, voilà, j'aurai ta peau. mais comme Il y avait que tous les profils pervers de pervers ouais, narcissiques ou autres, hein, qui ont que ouais, ces 2 modes, hein, c'est, ouais, ouais, voilà, tout c'est à fait, systématique. Toi, tout tu à l'as fait. croisé, Jeffrey Epstein, une fois Alors c'est drôle, tu ou? vois. En fait, je subodore que peut-être je l'ai croisé. Je l'ai jamais rencontré en personne. J'ai jamais serré la main d'un mec en me disant tiens ça c'est Jeffrey Epstein. Mais je te parlais tout à l'heure d'amener, enfin de m'occuper de Bill Gates à Paris. Je me rappelle d'une soirée euh, à laquelle que j'ai organisée en son honneur, et à laquelle était Frédéric Mitterrand, alors ministre de la Culture, Douste Blazy est venu. Euh, il y avait Jack plein de Lang, gens Jack du Lang. MIT, sans doute Jacques Lang devait pas être loin. La princesse de Norvège était là. Euh, Donc et je me dis, oui, il devait être là, ouais. il était peut-être là. En fait, il était peut-être là.
Il faut voir les photos hein, dans les archives. Ouais, bah d'ailleurs le Point avait fait un papier sur cette soirée qui a disparu. Il est plus en ligne. Ah, c'est intéressant. Tiens, les médias, c'est aussi un autre gros chantier auquel tu t'intéresses, puisque tu viens de là, Ouais, hein, quand même, ouais, ouais. et tu es très critique, comme moi, de cet Mhm, univers des médias dits mainstream, qui sont en fait mhm, des boîtes noires de propagande au service des ouais. puissants. Dans cette Vraiment. critique des médias, toi, tu l'as vécu de l'intérieur, tu dis: «J'ai écrit plein de tribunes qui servaient à rien». Tu en as quand même écrit une qui a fait date, qui avait été publiée en France et en France 7, que tu Mhm. avais co-signée, je crois que tu étais pas le seul, sur, Jeunes de France, cassez-vous. Ouais. Jeunes de France, Heu, barrez-vous. barrez-vous, Mhm. voilà. Ouais. Et ça avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque. On est dans une situation aujourd'hui où c'est à peu près pareil, voire pire. Et qu'est-ce qui t'avait amené à écrire cette tribune, à sortir un peu de ces tribunes qui servaient à rien, de mondanité, pour lancer cet appel à l'époque? En fait, je pense que pour être honnête, il y avait quand même, comme d'habitude chez moi à l'époque, une recherche de la lumière et de voilà. J'ai senti que je tenais un sujet qui ferait du buzz. Donc, je veux pas, je veux pas minimiser cet aspect-là de l'exercice, mais il est vrai aussi que j'ai toujours eu très à cœur la situation des jeunes, en fait. Et moi, à l'époque, ce que j'ai constaté dans un éclair de lucidité, hein, parce que c'était en 2012 et j'ai encore continué mes conneries avec la défonce et cette classe Epstein pendant 2 ans après. Donc, j'étais pas encore sorti de l'auberge, mais j'ai compris que la France, en fait, est contrôlée par euh, deux mondes, deux faunes qui nuisent, qui font un mal effroyable à ce pays qui a un potentiel hallucinant. Et ces deux faunes, c'est les oligarques, j'ai pas besoin de préciser, et d'autre part, une sorte de gérontocratie rentière, dont certains sont dans les affaires, certains sont hauts fonctionnaires, voilà, l'ENA voilà, fait partie de ça, etc. Et en fait, ensemble, cette gérontocratie rentière, elle, en fait, elle fait un tort, mais absolument effarant au pays. Et surtout, moi, à l'époque, j'ai constaté que les jeunes en France, ils avaient 3 fois, par exemple, ouais, 3 fois le taux de chômage des autres Français. C'est pas normal. Un pays enfin, je veux dire, si tu vas avoir un taux de chômage de merde, tu fais au moins la base, c'est que tout le monde l'est. Enfin, il n'y a pas de raison que les moins de 25 ans aient 3 fois pire de taux de chômage que les autres. Donc, il y avait ça. Et je voulais, en fait, dire aux jeunes Français, en fait, ces connards-là qui tiennent ce pays et qui ne vous respectent pas, si jamais vous vous tracez, en fait, ils sont morts, ils sont à poil. Donc, les gens ne vous écouteront que si vous leur dites merde. Ça, c'est la base de tout. Si quelqu'un est en train d'essayer de vous manipuler, il faut d'abord leur dire merde avant de pouvoir avoir une conversation avec eux. Donc moi, à l'époque, ce que j'ai argué, c'est barrez-vous, allez voir ailleurs et revenez ensuite construire ce pays une fois que vous aurez mis votre coup de pression, non pas en parlant, non pas en jactant, mais en ayant quelque part voté avec vos pieds, en disant moi ça c'est pas acceptable, je me casse. Et en fait, bon, je pense que cette tribune, il y avait du bon, puis il y avait du mauvais. Il y avait une sorte de manque de recul sur ma propre condition de petit privilégié qui pouvait tracer, revenir, voilà, et qui a plusieurs nationalités, voilà. Donc en fait, j'étais un globaliste qui disait aux gens, bah, allez voir le monde. Ouais, bah ok, mec. Mais bon. Donc ça, c'était un peu la Ah, c'était limite, l'époque Luxman, hein, on va dire, voilà. voilà. C'est genre, tout est facile, on traverse la rue, je te trouve un boulot, un peu. Enfin, voilà. Voilà, c'est ça. Donc il y avait cette limite-là. Et aujourd'hui, je voudrais adresser un message
un peu différent aux jeunes de France en m'adressant plutôt à leurs aînés et à cette gérontocratie rentière, en leur disant, en fait, vous avez, à force d'accepter des phénomènes politiques type printemps républicain, c'est-à-dire une sorte de racisme germano-pratin de boomer, qui s'ignore en plus, parce que c'est hyper islamophobe, mais ça prétend ne pas l'être. Enfin, je veux dire, c'est en gros, non, on n'a aucun problème avec les musulmans, il faut juste qu'ils boivent de l'alcool et qu'ils prient pas et qu'ils bouffent du halouf. Bah ouais, donc en gros, vous voulez des musulmans qui sont pas des musulmans. Bah non, les gars, je veux dire, il faut respecter les gens pour lesquels croire en Dieu, c'est pas comme croire au Père Noël. Or, en France, on est très condescendant vis-à-vis du fait religieux et très condescendant, même ça n'englobe pas que les musulmans, les catholiques, les gens croyants sont victimes du même phénomène. Et moi, je dis, en fait, non, il faut pas accepter ce genre cette sorte de saloperie idéologique qu'est le printemps républicain. Il faut pas accepter qu'une bande de mecs sur des plateaux télé qui se parlent entre eux et qui sont tous propriétés d'oligarques qui, encore une fois, font semblant de pas être dans la même équipe, alors qu'en fait, on s'en branle. Je veux dire, on s'en branle. Et il faut arrêter ces conversations, cet entre-soi pathétique. J'ai vu, ça m'a beaucoup fait marrer quand Olivier Nora se fait Ah, se fait virer dégager par Bolloré, ouais, de de Fayard. Grasset. Ouais. Il y a Ah, une c'était sorte grâce. il y a une immense conversation qui émerge et en fait, tu grattes un peu, tu t'aperçois qu'en fait, ça concerne 5 personnes cette conversation, quoi. Et en fait, Alors non, parce que ça en fait des conversations de plateau, tout le monde ouais, pleure. En fait, c'est un règlement de compte à Saint-Germain entre Bolloré et BHL, c'est où l'autre ça, dit: «Écoute, je paye c'est un ça. mec, plus d'1 million de dollars par an pour de la merde puisque la boîte perd de l'argent. On va arrêter les frais. Au revoir monsieur, au revoir» et puis après tu as tous les auteurs qui Et étaient là, BHL. main sur le cœur, en expliquant: «Mais on assassine la culture» et cetera. Non mais Mais non, enfin, c'est fou, quoi. c'est Alors après, il y a un complètement problème grotesque. effectivement, hein, le fait qu'un milliardaire mette la main sur l'édition en France, ça pose problème. Maintenant que toutes les pleureuses se disent: «Qu'est-ce qu'on va faire?» Bah, montez vos maisons d'édition, démerdez-vous en fait, il y a pas de façon de faire. Et d'ailleurs, tu sais, ils ne t'ont pas attendu, ils ne nous ont pas attendu, puisqu'il y a eu une tribune que personne n'a fait circuler parce que, bah, en fait, il y a eu une tribune d'éditeurs indépendants qui a dit, bah, écoutez, nous, on est désolé, mais en fait, le fait qu'un mandarin de Saint-Germain-des-Prés, de centre droit, se fasse dégager par un milliardaire d'extrême droite, en fait, nous, on s'en contrecarre. Mais Il comme faut, mais comme je recommande. Ouais, 99,9 des Français. c'est ça, c'est C'est ça. ça qui est Et fou, donc en quoi. fait, mais allez voir, vraiment allez trouver cette tribune. Elle est à péter, je me suis pété de rire en la lisant. C'est un régal, un régal. Donc voilà, c'est ce système-là. Toi maintenant tu écris, toujours, tu es toujours dans les médias? En fait, tu fais quoi, au quotidien? C'est quoi ton activité? Écoute, je viens de finir donc un roman, donc j'espère qu'il sera publié avant la présidentielle parce qu'il y a voilà, il y a une dimension autobiographique et je me fais quelques-uns de nos dirigeants, et donc j'espère que voilà, j'espère que ça sortira avant les prochaines présidentielles. Et puis par ailleurs, j'ai monté un réseau social d'un genre un peu nouveau il y a quelques années pendant le Covid, avec des gens un peu abîmés de divers horizons. Euh, on a monté un réseau social basé sur le partage de vulnérabilité. Ça s'appelle Black Elephant. Voilà, c'est le logo là. Et puis de ce truc-là, moi, cet exercice a été un peu mis à mal par Gaza, par le 7 octobre. Je me suis rendu compte que je pense que tout le monde a gagné de faire don et de faire partage, de partager de la vulnérabilité, parce que c'est encore une fois, c'est la manière dont on se connecte les uns aux autres. Et nous, en fait, on a créé ça avec mes potes parce que on s'est aperçu, il y avait une Congolaise
survivante de violences sexuelles. Il y avait un ancien combattant américain qui était devenu un activiste pour la paix. Il y avait des réfugiés, notamment des réfugiés palestiniens. Il y avait des gens très différents, des anciens défoncés comme moi. Et en fait, on s'est aperçu que nous, alors que tout le monde était en train de devenir un peu chèvre pendant le confinement, nous, on était super relax parce qu'en fait, on savait exactement comment se connecter et c'est en faisant don de vulnérabilité. Si moi, je te dis des trucs sur, non pas mon CV, comment je déchire, mais que je te dis ce qui me fait galérer, voilà, quand je suis tout seul, euh, ça va, en fait, d'abord, c'est très contagieux. Donc, toi, tu vas faire la même chose. En tout cas, tu vas te dire, OK, moi aussi, je peux lui dire un truc que je dis pas aux gens d'habitude. Et ça crée un lien qui nous a permis, en fait, nous, on a traversé la pandémie, mais avec, genre, on était comme ça. Je veux dire, on était vraiment dans on a vu quelque chose. Mais après le 7 octobre, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des gens avec lesquels je peux pas faire ça. Alors que notre message, c'était très inclusif et je reste quelqu'un qui est dans l'inclusion. Moi, je refuse de ne pas parler à des gens parce qu'ils sont absolument pas d'accord avec moi. Euh, En revanche, les criminels de guerre, Ouais. ça va Mmh. pas être possible. Et je me suis aperçu donc qu'on était dans un système, par exemple, en France aujourd'hui, il y a 6000 et quelques personnes qui ont participé au génocide à Gaza, qui se baladent en liberté. Et pour moi, ça, c'est pas acceptable. C'est donc je ne veux avoir rien à faire avec ces gens-là. Je ne dis pas qu'ils sont pas dignes d'être sauvés, que peut-être il y a un travail pour eux à faire qui pourrait être salutaire et les transformer en des gens avec lesquels on devrait tous communier. Mais il faut qu'ils fassent ce taf de leur côté. Je suis pas là pour le faire avec eux. Pour Mmh. moi, Ouais. ma priorité aujourd'hui, moi j'ai beaucoup étant, voilà, je me suis converti, donc j'ai beaucoup d'amis palestiniens, j'ai beaucoup d'amis libanais, irakiens, syriens, égyptiens, sans parler du Maghreb. Et quand je vois la manière dont sont traités les Palestiniens en particulier, mais même, je dirais plus largement, la manière dont l'Occident traite les Arabes et les musulmans, voilà, moi j'ai choisi mon camp. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui vient de ta conversion ou tout simplement non? Parce que il suffit d'être humain pour voir qu'il y a un génocide à Gaza et qu'on a le droit de le dire. Oh, Parce que oui, ce qu'a montré Gaza, enfin moi je suis pas, converti, mhm. on va dire je suis Non, bien gnostique plutôt sûr. qu'agnostique, mais simplement, on peut pas rester de marbre et faire semblant et reprendre la phrase: «Israël a le droit de se défendre» face, aux crimes de guerre, aux horreurs qu'on a vues. C'est quelque chose qui aurait dû réveiller tout le monde, y compris des gens à des postes politiques qui ont continué de faire semblant. Je parle du ministère des Affaires étrangères français, par exemple, et qui est loin Non, d'être le mais pire, hein, parce que derrière, oui, il y a, il y a le service des affaires étrangères européen. Enfin bon, je dois dire que le service des affaires étrangères français est quand même assez particulièrement, enfin, je veux dire, avoir les couilles de citer l'ancienne première ministre israélienne Golda Meir et de dire nous pouvons pardonner le fait de ce qu'ils nous ont fait, mais nous ouais, ne pouvons pas pardonner le fait d'avoir buté les enfants palestiniens. Ça, c'est un niveau de propos dystopien, je sais pas c'est comment on dit en monstrueux, c'est français. monstrueux, Enfin, c'est monstrueux. moi, Mais enfin voilà. je dis que c'est pas le pire parce qu'il y a quand même, la reconnaissance de l'État palestinien qui arrive tard et qui est sans doute aussi pour négocier avec l'Algérie d'une façon ou d'une autre. Il y a deux trois trucs qui sont moins pires encore que l'Union européenne où c'est circuler, rien à voir. Enfin, la dénonciation de l'accord, UE-Israël, il y a une pétition avec plus d'1 million de signatures pour dire qu'il faut Mm. faire des sanctions contre Israël pour ces nombreux crimes de guerre, bien plus nombreux Ouais. que d'autres régimes qui sont déjà sous sanctions et l'Europe ne fait rien et ne veut rien faire surtout, hein, Non, comme la non, et puis France enfin, je d'ailleurs, veux dire, donc c'est un pardon, scandale. Kaya Kalas, pour moi, cette personne est une sorte de, Elle est comme enfin, ça, si ça elle est n'est, comme ça. elle est juste, mais c'est tellement effrayant. Et puis il faut comprendre, c'est pas, enfin, ces profils ne sont pas choisis par des Européens. Il faut être très clair. Ces profils sont choisis à Washington.
Donc, qu'on ne se fasse pas d'illusions quand des pays comme l'Estonie, etc., nous filent des cadeaux pareils, Non, non, c'est des pays qui ont des populations de 2 millions d'habitants et qui donnent un pouvoir pareil à un de leurs représentants, c'est pas pour, c'est en fait c'est Washington. Il faut être très qui clair. décide, bien C'est, sûr, bien enfin, sûr. c'est pas d'ailleurs, c'est Washington et l'anglais qui décide, hein, le siège de la CIA. L'anglais, voilà, Voilà. Donc, bon, elle est pathétique, Kaya Kalas. Moi, pathétique. je Elle est suis même inquiétante sidéré. tellement elle respire quand même la bêtise et la limitation Ah non, mais intellectuelle c'est d'une et stupidité. ouais. Enfin, je veux dire, elle dit des trucs sur le détroit d'Ormuz et Oh, le droit international. En fait, je vais te dire, mais en fait, le droit d'invoquer, pardon, le droit international, tu l'as perdu, mais il y a 3 ans, il y a en très fait. longtemps, ouais, ouais. Ah bah, C'est à partir du juste, moment du massacre, de Gaza et maintenant c'est le ouais, Liban, hein. On voit c'est la même ouais, stratégie au ouais. sud Mais Liban. d'ailleurs, en fait, on est en pleine Nakba, sauf que les médias français, encore une fois, tu me Mmh. parlais des médias, les médias français ne décrivent pas le truc correctement. Je veux dire, Alors voilà, les comment médias est-ce qu'on peut, voilà, les Russes envahissent l'Ukraine, c'est une invasion. Mais par contre, Israël crée des zones tampons. Non, mais t'imagines si demain, genre, l'Allemagne disait, en fait, il y a 3 connards en Alsace qui ont fait péter des trucs, on va faire une petite zone tampon. Non, mais en fait, vous habitez où, les mecs? Qu'est-ce que vous racontez? C'est des grands malades. Ces gens sont des grands malades. Et je veux dire, tu vois, pour être quelqu'un qui s'est plutôt identifié avec la gauche et qui aujourd'hui m'identifie avec un discours assez, tu vois, anti-impérialiste. ouais, Voilà, moi je suis plutôt, voilà, moi ma famille c'est le Grand Sud, c'est pas l'Occident. Donc je le dis, c'est très clair, c'est le Grand Sud. Eh ben, euh, j'ai longtemps pensé que le New York Times et Libération, c'était quand même vachement mieux que le Figaro et mon cul. C'est la même chose. Quelque part, c'est pire. Pour moi, mmh. c'est pire. Ceux qui présentent, en fait, et là-dessus, je suis assez représentatif de beaucoup d'Américains qui ont complètement déchanté sur le bipartisme. C'est-à-dire que moi, Trump, soyons très clairs, me fait gerber. Oui, bon. Mais je vais te dire un truc. Moi, j'ai voté pour le Parti vert. OK? Donc, pour Jill Stein, qui est une docteure de Harvard juive, et son colistier est un mec qui est d'ailleurs en campagne pour devenir gouverneur de l'État de Californie, qui est un mec qui est de la mouvance de la mouvance militante noire, Malcolm X, etc. C'est un type Mmh. exquis. Et dans leur programme, ils avaient des trucs vraiment couillus, façon notamment réparation pour les descendants d'esclaves. Enfin, tu vois le programme politique qui est genre, faut y aller, quoi. Bon, donc ça c'est les gens pour lesquels j'ai voté, ok. Eh bien, je vais te dire un truc. Si on m'avait forcé à voter entre Trump et Biden, j'aurais voté Trump. Parce que je suis absolument, moi, je les déteste à peu près pareil. Sauf que Trump, il dit, je suis un gros connard et je m'en bats la race. OK? Biden, il se pointe, il fait la même chose que Trump et il nous dit, moi, je suis, voilà, donc en fait, ça Ouais. m'énerve plus. Le rejet, il est encore pire. Moi, Kamala, j'aurais Ah, préféré me c'est couper le l'enfer, bras, l'enfer. Non, non, mais c'est pour ça, moi, l'enfer, je l'enfer, pense que Trump l'enfer. est à moindre mal parce que, dans la position d'un président des États-Unis, au moins les choses sont claires. Alors après, lui, il joue sur la stratégie aussi du choc permanent, hein, donc on ne sait pas du tout Bah, en si c'est fait, vrai, si c'est aujourd'hui, il faux, et s'est cetera. trahi. Ouais. Si j'avais su qu'il allait faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire si j'avais su qu'il était autant compromis, très clairement, il est compromis ils ont des doses sur lui, le Ah bah, Mossad et ouais. compagnie, ils ont des doses. Donc, si j'avais su qu'il ferait ce qu'il est en train de faire, je crois que j'aurais refusé enfin, d'aller dans un sens ou dans l'autre. Mais, euh, mais encore une fois, je veux briser le coup à cette idée grotesque selon laquelle Macron, c'est vachement mieux que le Rassemblement national.
Non, je suis désolé, Merci, les gars. merci, Faut merci. arrêter de Est-ce qu'on dire peut n'importe quoi. est-ce qu'on peut Ouais. dire enfin que voilà, tout ce qui reste en fait, au fascisme centriste, pour ne dire que c'est pas un fascisme, c'est de dire qu'ils sont un barrage contre le Rassemblement national. Ce qui est Et en fait, totalement un leurre, puisque leur ouais. politique, elle est là pour installer les jalons d'une dictature. Il y a pas Et d'autre mot. puis, et Maintenant, puis, moi, j'emploie les et mots, puis, j'en ai marre de faire ouais, ouais. semblant, mais Et puis, c'est et puis, je dirais même un autre truc, c'est qu'en fait, faut arrêter de faire comme si euh, est-ce qu'il y aura des développements si le RN arrive au pouvoir qui sont voilà, qui sont flippants? Mais bien sûr. Mais l'idée selon laquelle ils ne sont pas déjà mis en place par Macron, bien sûr, c'est c'est ça, c'est faux, grotesque. c'est faux, c'est C'est faux. grotesque. C'est un Et la travail, réalité, voilà. Donc moi, si j'étais français, tout à l'heure, tu as dit que j'étais français. En fait, malheureusement, je suis né à Paris, j'ai grandi en France, mais je ne suis pas français. Je suis ah! je suis, pardon, austro-américain. Donc Tu ma nationalité autrichien et européenne. américain. Ouais, Mais ouais. tu es francophone et tu as grandi, en France, en fait. C'est d'où Ouais, 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 le ouais. fait Et que tu es puis en fait, francophone. D'accord. c'est par couardise quand j'ai fait partie des dernières, comme toi d'ailleurs, des dernières générations, des dernières années à devoir faire le service militaire. Et en gros, ayant la nationalité autrichienne et n'ayant pas du tout envie de faire mon service, j'ai renoncé à la nationalité française. Ce que très honnêtement, aujourd'hui, je Bon, regrette un peu parce ouais. que en fait, euh, je suis beaucoup plus français que quoi que ce soit d'autre, malgré tout. Ouais. Bah, c'est ça qui est étonnant, tu vois? Heu, Qu'est-ce qui fait que c'est la culture française qui a eu le plus d'ascendant sur toi? Notamment, je pense la culture justement. Pour moi, le plus grand romancier, pour moi, c'est Céline, de loin. Pour moi, le voyage en fait, Céline, il a compris un truc qui explose depuis, qui nous pète à la gueule encore plus aujourd'hui, 100 ans plus tard, mais il a été le premier à comprendre un truc. La noirceur du monde qu'il décrit dans Le Voyage au bout de la nuit, elle est là depuis longtemps. Mmh. C'est pas un phénomène moderne. Ce qui est un phénomène moderne, c'est le bruit, c'est la propagande, c'est le blabla. D'ailleurs, je sais pas si tu sais, mais c'est Céline qui a inventé le terme blabla. Ah ouais. Et en fait, ça revient un peu à ce que je disais à l'instant à ce qu'on disait d'ailleurs sur Trump et Macron et Trump et Kamala. C'est-à-dire que si je dois choisir entre deux profils horribles, je préfère celui qui ne me dit pas que en fait c'est hyper sympa ce qu'il propose. Mmh. Donc voilà, donc, pardon, pour répondre à ta question, il y a plusieurs trucs comme ça, mais notamment je me rends compte que par exemple dans l'écriture, quand j'écris en anglais, je me planque. Quand j'écris en anglais, voilà, je fais des j'arrive pas à être qui je suis en fait. Alors que quand j'écris en français, ça sort direct. Il y a pas C'est de naturel. Ouais. Bon. Donc c'est comme ça que j'ai reconnu la chose, OK. notamment. Bon, bah, voilà, c'était un peu l'idée de faire cette émission avec toi pour te présenter à nos auditeurs parce que, on va avoir, on a un projet ensemble aussi de faire des interviews, croisées tous les 2 de personnalités internationales en anglais et en français. Elles seront sous-titrées cette fois-ci, hein, excusez-moi la dernière, j'avais eu un problème de sous-titres. Et donc de voir un peu comment on peut, en tant que média indépendant, journaliste indépendant, ancien des mainstream, mais fidèle à la charte de Munich, faire avancer, l'information. Et notre premier invité, grâce à toi, c'est un prix Nobel, pas ancien, il a le prix Nobel, président du Timor oriental, hein, José Ramos Horta, pardon, qui sera avec nous prochainement sur le monde moderne et sur ta chaîne également. Donc ça, vraiment merci. Et puis on va continuer bien sûr à avoir ces discussions et puis nos invités à distance comme on le fait. Voilà. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour le mot de la fin? Écoute, juste pour parler 2 secondes de José, bon, c'est un type vraiment très intéressant à plein d'égards, mais notamment parce que pour donner une idée à ton audience de qui c'est donc le président pour la 2e fois du Timor.
il s'est battu longuement pour la libération du Timor, qui a été envahi en 75 par l'Indonésie. Et dans cette lutte, il a perdu 3 frères. Et aujourd'hui, le président de l'Indonésie, voisin, une sorte de monstre, vraiment un pays continent, hein, un archipel de dizaines de milliers d'îles. Le président était le patron des escadrons de la mort qui ont semé la terreur au Timor. Donc le type, en fait, le gars qui tient la boutique du pays d'à côté, a indirectement assassiné ses 3 frères. Et donc voilà, c'est un sacré bonhomme. Je pense que oui, qui a été content. militant avant d'être ministre des Affaires étrangères, puis président, etc., qui a vraiment un parcours politique incroyable. Et on a fait son interview qui est où il balance. D'ailleurs, il n'a pas vraiment la langue de bois comme chez nous. Hein. Quand tu lui poses la question sur Gaza, la réponse est claire. Mais en fait, en fait, ce qui est marrant, c'est que en fait, en dehors d'Europe, personne n'a la langue de bois. C'est vraiment, c'est un truc, on a perdu le sens en Occident de cette réalité-là. C'est qu'en fait, l'Occident, et c'est ça le truc du printemps républicain, de cet universalisme fantasmé. C'est-à-dire que les Français devraient avoir l'intelligence de voir que si personne ne considère que ce qu'ils disent est universel, par définition, c'est pas universel. Et c'est dingue, en fait, parce qu'en fait, si tu veux, pour les Chinois, pour les Brésiliens, pour les Russes, pour les Algériens, pour les Iraniens, ça va de soi que que ce soit les questions sur Israël, Gaza, l'Iran, etc. Ou voilà, comme la cérémonie des JO qui était censée parler au monde entier et qui a été masquée dans plus de 80 pays tellement elle était choquante pour de nombreuses cultures. Ça aussi, c'est l'universalité à la française. Ouais. Bon, en tout cas, merci. Oui, c'est ça. Pardon, oui. Non, mais voilà, si c'était le mot de la fin sur voilà la réalité et aussi ce qui te reste peut-être du globalistan, c'est cette vision quand même au-delà des frontières françaises et de cet enfermement occidental, voir que l'Occident, c'est le bon côté de ce truc-là. Petite partie de la planète et qu'en réalité, on pense différemment, autrement, et que les caricatures aussi qu'on veut bien nous donner sur des pays sont totalement fausses, que ce soit la Russie, l'Iran, la Chine et d'autres, n'ont rien à voir avec la réalité de ces pays-là. Donc, c'est vraiment important de pouvoir en parler. Je voudrais, genre, sans te cirer les pompes, je voudrais quand même dire que non, c'est vraiment important. C'est-à-dire que grâce à toi et grâce à quelques autres, les Français se rendent compte qu'en réalité, eux et le reste du monde, on est beaucoup plus proches que ce qu'on veut bien nous dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la caste Epstein et ses déclinaisons, en fait, ces classes dominantes, elles sont maquées entre le Nord et le Sud. Ils bossent ensemble. Ouais. Donc, les gens qui tiennent Addis Abeba et les gens qui tiennent Sao Paulo et les gens qui tiennent Paris, en fait, ils parlent. Mais pour l'instant, on nous a séparés, nous les peuples. Et ce que les médias indépendants français sont en train de faire en disant, mais en fait, on peut être fidèle au terroir français et avoir des relations beaucoup plus sincères et dignes et respectueuses avec le reste du monde, en fait, ça ouvre des possibles dont nos classes dirigeantes respectives nous prétendent qu'elles n'existent, que ces possibles n'existent pas. C'est vrai. Bah, merci beaucoup. Et d'ailleurs, si vous avez regardé cette vidéo et qu'elle vous a plu, c'est le moment de mettre un pouce, de la partager, également de suivre la chaîne de Félix. Tu peux rappeler le nom de la chaîne? Ouais, ça s'appelle The Black Elephant Experience. Voilà. Et ouais, voilà, je vais commettre plusieurs autres trucs dans les semaines qui viennent. J'espère que j'aurai l'occasion de revenir en parler avec toi. Bien sûr, nous on va faire des choses ensemble aussi, comme je viens de l'expliquer, pour que le monde moderne grandisse et que d'autres voix dissidentes et intéressantes rentrent dans le champ. Tiens, je vais juste ajouter un petit truc, pardon, justement, parce que c'est tellement important, ça. En fait, il faut comprendre un truc. La conversation publique française est déconnectée de la conversation publique mondiale.
Mmh. Et donc, euh, faire venir des gens de l'étranger qui n'ont pas droit de citer dans le débat français, c'est vachement important parce qu'en fait, ça permet de se rendre compte que tous les gens qui en France ne se sentent pas représentés par ce qui se passe aux 20 heures, par ce qui se passe sur le perron de l'Élysée, etc., en fait, il y a plein de gens en dehors de France qui sont d'accord avec vous, qui ont les mêmes visions. Et c'est un peu ça que je veux faire avec toi. Eh ben, merci, c'est ce qu'on va faire ensemble et c'est ce qu'on fait au quotidien au Monde Moderne. Donc abonnez-vous, mettez un pouce, parlez-en et suivez-nous sur les différents réseaux, puisqu'on a encore le droit d'avoir une antenne et de diffuser de cette façon-là. Donc on l'utilise. Merci Félix, à très bientôt, Merci merci à beaucoup. vous et on se Merci de ton retrouve accueil, bientôt. Alexis. Merci. Merci.